Bien, on va rentrer dans le vif du sujet de suite. Exactement. Cher Philippe. Bon, alors, on s'est partagé, nous sommes partagés les invités. Donc, On va se le partager. Alors, sortez vos micros. alors Corinne, Oui. donc quand Moonraker arrive, votre carrière est assez courte. Enfin, vous avez commencé sur, disons, Histoire d'eau. Oui. Vous avez surtout fait carrière en Italie. Est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau de tourner dans une énorme production anglo-saxonne? Est-ce que ça vous trouvez ça différent ou est-ce que finalement vous avez déjà l'habitude des grosses productions? J'avais déjà l'habitude, oui. Il y avait des grosses productions en Espagne. Et donc, super production en Espagne à l'époque. Et puis, de toute façon, j'étais pas époustouflée parce que je voulais pas le faire. Voilà. Et il n'y avait rien à faire. Je ne sais même pas pourquoi je ne voulais pas le faire. Je crois qu'à l'époque, j'avais donné comme raison que j'étais très fatiguée parce que je sortais d'un tournage, justement, avec Barbara Bach et Richard Keel. L'humanoïde. L'humanoïde, oui, c'était un film pour enfants, mais très très fatigant. On était en Israël, dans le désert ou dans les studios, tout ça. Et moi, j'y étais tous les jours du matin au soir. J'étais crevée. Quand ils m'ont proposé de faire ça, j'ai dit oh non. Et puis de toute façon, je connais déjà Richard Keel. Et puis oh oui, James Bond, oui, on connaît, c'est toujours la même chose. Je sais pas si j'étais folle ou je ne sais quoi. Et enfin bref, ce monsieur Albert Broccoli était tellement époustouflé par cette réaction qu'il a demandé mon numéro de téléphone à l'agence. Et l'agence m'a dit, tu sais, il va t'appeler. Oh, je dis, mais il va pas me téléphoner chez moi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? J'étais presque énervée. Mais c'était pas une réaction snob, c'était une réaction, je crois, un peu enfantine. Enfantine. Et donc, le soir, quand il m'a téléphoné, je lui ai écouté, monsieur Broccoli, excusez-moi, je suis désolée, c'est vraiment pas très gentil ce que j'ai dit, mais c'est vrai, je veux pas le faire. Il me dit, mais pourquoi? Ah, parce que je veux pas être un numéro, et alors le numéro 1, James Bond, le numéro 2, le numéro 3, Rambo 1, Rambo 2, je veux pas. J'ai dit non au deuxième numéro d'Histoire d'eau, je ne veux pas. Alors il me dit, mais écoutez, je suis à Paris, c'est tout près, on va se rencontrer. Ah, vous êtes à Paris? Je lui ai dit, bon, est-ce que vous m'invitez à un déjeuner dans un endroit que j'aime beaucoup, chez Prunier? Il me dit, oui, bien sûr, c'est où Prunier? Vous inquiétez pas, je vous dirai où c'est. Puis il m'a envoyé le billet, j'y suis allée, on a déjeuné, on a ri beaucoup, on a mangé beaucoup comme d'habitude. Et puis en rentrant, il m'a dit, bah alors vous allez le faire? Ah, mais je suis pas venue pour accepter, je suis venue pour manger. Enfin bref, à la fin, il m'a dit, est-ce qu'on fait un petit essai ensemble? Je lui ai dit, il n'en est pas question. Et il me dit, bon, je vous prends quand même, vous êtes folle, mais je vous prends. Je lui dis, bah, si vous me prenez, je peux plus dire non, là, c'est pas possible. Et on a fait ce tournage merveilleux, heureusement qu'il a insisté. Mais directement, c'était le rôle que vous avez finalement eu dans le film, oui. Ou c'était ce rôle-là? C'était ce rôle-là, et il m'a tout expliqué, le rôle, et il m'a même dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous garder votre nom. Vous allez vous appeler Corinne, pas Cléry, mais Corinne Dufour. Et ensuite, après le tournage, j'ai fait presque une énorme partie du monde avec lui, avec eux, avec une partie avec Roger Moore, une partie avec Richard Keel. En dehors justement donc de l'Amérique du Sud, j'ai fait le reste du monde, de l'Afrique, à l'Australie, au Japon, partout, et ça a été fantastique, vraiment une grande vacance, très fatigant, hein, 3 jours de travail et 4 jours de vacances avec Louis Gilbert et tout ça. Une grande expérience, sublime. Heureusement qu'il a insisté, parce que j'ai jamais eu de grands gens qui ont insisté autant que ça. Normalement, on dit oui ou non. Bon, quand on te dit non, les gens n'insistent pas, surtout un monsieur aussi important. Il aimait les gens de caractère, alors c'est ça qui a dû le caractère un peu fou. La même question pour Blanche. A priori, la carapace de Gérard Houry n'a pas grand-chose à voir avec James Bond, mais c'est précisément à ce film que vous devez d'avoir été engagé sur Moonraker. Racontez-nous ça. Ouais, ça n'a rien à voir avec le film. En revanche, il y a des couettes dans le film de la Carapate. Et ces fichues couettes ont été déterminantes parce que, effectivement, moi je ne savais pas tout ça, évidemment. À l'époque, je débutais, j'avais juste fait un seul film avant.
Et mon agent m'avait pris rendez-vous, le casting, Maro Capelier m'avait fait venir, mais évidemment, on ne m'avait même pas dit pourquoi. Je savais que je venais pour un James Bond, donc bien évidemment, au début, j'ai cru naïvement que je venais jouer une James Bond girl. Alors je me suis dit, oh là là, mais c'est incroyable, moi. Puis je me suis dit, avec mon 1m60, c'est pas possible. Après, je me suis dit, oh, bah, si, dans le fond, Ursula Andress, elle faisait 1m60 aussi, il n'y a pas de raison. Donc je me suis dit, bon, donc j'avais fait un beau brushing, je m'étais mis une robe bien sexy pour aller au rendez-vous, je m'étais fait toute belle, et puis quand je suis arrivée au rendez-vous, je savais toujours pas qui je devais demander. C'était incroyable, c'est que j'étais même pas au courant de ce que je devais faire, ni de ce que je devais voir. Bref, tout d'un coup, on me reçoit, c'était au studio de Boulogne, et on me dit, on va vous recevoir. Et là, je suis reçue par Brocoli, lui-même. Je ne savais pas du tout qui était Brocoli, moi, à l'époque. Donc, je suis reçue par ce monsieur absolument adorable. Qui me dit, on parle 3 minutes ensemble. Bon, grâce au ciel, je parlais anglais, donc on discute. Et puis, au bout de 3 minutes, il me fait, OK, you're the one. Je me dis, I am the one. Alors ça, c'est top. Donc je voyais déjà James Bond, etc. Et puis on me dit, il y a quelqu'un qui vient et qui m'emmène au maquillage et à la coiffure pour faire des essais. Bon. Très bien, donc on m'emmène dans les loges, qu'à l'époque je ne connaissais pas, donc je découvrais les studios de Boulogne de Billancourt. Et j'arrive devant la place de coiffure et on commence à me tirer les cheveux et à me faire ça et tout. Et je fais, oh là là, attention mon brushing, j'ai mis 2 heures à le faire. Et on me dit, oui, non mais on vous prépare, etc. Et je vois qu'on me fait des couettes. Et là, je me dis, je me suis trompée de tournage. C'est pas possible. Je suis pas allée au bon rendez-vous. J'ai pas vu. Il y a un problème. C'est pas James Bond. Je suis pas au bon truc. Et je leur dis, mais vous savez, je viens pour un James Bond. Et on me dit oui, oui. J'ai dit oui, mais bon là, vous faites quoi avec mes cheveux? Parce que on me dit on fait des couettes. Ah, je dis mais il y a un truc, c'est pas possible parce que j'ai jamais vu des James Bond avec des couettes. Enfin. Et on me dit, mais vous n'êtes pas au courant de votre rôle? Ah ben, je dis non, moi je ne sais pas du tout ce que je fais. Non, je suis une James Bond girl. On me dit, oui. Presque. Donc, vous êtes la fiancée de requin, de Jaws. Et alors, ça m'en disait pas lourd, parce que j'avais pas vu de film avec Richard Kiel. Donc je dis, bon, et alors, requin, il est comment? Et on me dit, ben voilà, et on me sort la photo de Richard. Et là, je me suis dit, mais là, je suis... Oula, c'est quoi ce film? J'ai jamais vu de truc. Mais en même temps, j'étais assez épatée. Je dis, mais ah bon? Mais, et je suis sa fiancée, oui, oui. Et je dis, alors mes cheveux, on fait quoi? Des couettes? On me dit, bon, en fait, on va faire des tresses. Et puis voilà, puis on me met des lunettes sur la tête, sur les yeux. Ah! Je dis, ça va être très sexy. Mais là-dessus, immédiatement à la seconde, j'ai compris que c'était une chance incroyable. Parce qu'effectivement, les James Bond, j'en avais vu. Bon, peut-être pas celui avec Richard. Mais je me suis dit, c'est complètement fou, c'est incroyable ce truc, parce que j'ai jamais entendu parler de choses comme ça dans ces films. Et là, c'est peut-être un truc à part, et c'est une chance. J'ai une chance folle, c'est un truc... Je sens que ce truc-là, ça va être génial. Et puis, effectivement, après, j'ai rencontré Richard, et on a sympathisé tout de suite. Et c'est lui qui m'a expliqué comment on en était venu à me choisir, ce qui a été complètement fou, cette histoire aussi. Parce qu'au départ, ils avaient prévu une comédienne de la taille de Richard. Et Richard n'était pas d'accord. Voilà. Non, il n'était pas d'accord en disant non, 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 moi je suis censée dans le film protéger cette petite créature. Et une femme qui fait 2 mètres comme moi, elle n'a pas besoin d'être protégée. Je vais protéger personne, là, etc. Donc, on lui a proposé une partenaire qui devait faire 1m70 ou 75. Et il se trouve que cette jeune fille... C'était une amie de Louise Gilbert, d'ailleurs. Comédienne, très bien, apparemment. Mais il semblerait qu'elle ait eu très peur au moment des essais et qu'il ait senti qu'elle tremblait et qu'elle était impressionnée. Oui, oui, elle était impressionnée par Richard.
Et il a dit, moi je peux pas tourner avec quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec moi, c'est pas possible et tout. Et il leur a dit, mais bon sang, pourquoi vous ne trouvez pas une petite? Alors ils lui ont dit, mais une petite, faut être crédible, 2 secondes. Et ils lui ont dit, mais ma femme est petite, et je veux la même, j'en veux une comme ça. Et donc, et c'est comme ça que je me suis retrouvée là, donc c'est complètement... et moi, évidemment, il ne m'a pas fait peur du tout, parce que j'ai tout de suite vu qu'il était un amour, c'était un gentil comme tout, et on s'est très très bien entendu tout de suite, et je peux vous dire que j'ai jamais regretté, j'étais ravie comme tout, et que j'ai pas regretté qu'on me prenne pas pour une pin-up. Et je me suis éclatée à faire ce rôle, qui était vraiment sympa, et j'ai trouvé qu'effectivement, c'était une touche originale dans cette saga magnifique d'aventures extraordinaires. C'était voilà, une très joli rôle. Voilà, c'était très sympa. Voilà, comment ça s'est passé. Très bien. Corinne, vous mourrez dans le film de façon assez dramatique. Vous êtes dévorée par les chiens. Oui, quand même. Alors, racontez-nous un peu cette scène. Ils arrivent. Bon, écoutez, excusez-moi, j'ai oublié que j'avais rendez-vous. Non, bon, ben, la scène a été... Pendant 1 jour et demi, on était ici à Vaux-le-Vicomte et moi je courais, et on faisait des gros plans et il fallait s'arrêter parce que les chiens, au bout d'un moment, étaient tellement contents que ça ne marchait pas. Alors moi j'adore les animaux, je dis bon d'accord, ils sont sympas avec moi, mais il y a un truc qui ne va pas. Et à un certain moment, je voyais qu'ils parlotaient au bout d'1 jour et demi, hein, ça a duré longtemps. Et la production est venue envers moi en me disant, est-ce que tu aurais le courage de le faire? Est-ce que tu te sens capable de le faire? Je dis, ben moi je ne suis pas une stunt woman, mais je sais courir. Je n'ai pas les bonnes chaussures, mais enfin, la chose la plus importante, c'est de savoir comment je vais te protéger. Parce qu'en fait, courir dans les bois avec c'est pas des Doberman, parce qu'Anne m'a dit que c'est une autre race. Des bosserons. Voilà. C'est encore pire, paraît-il. Heureusement que je viens que ça va maintenant. Et donc, ils m'ont expliqué qu'il y aurait eu des francs-tireurs derrière les arbres. Bon, j'ai dit, bon, on va pas tuer les animaux quand même, parce que moi j'adore les animaux. Et il me dit, mais non, mais ça les endormirait au cas échéant. Mais quel cas échéant? Il me dit, mais écoutez, vous courez vite. Ben oui, je cours vite, mais eux, ils courent plus vite que moi. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis pas inquiète, je suis désespérée, c'est différent. Alors elle me dit, mais est-ce que vous avez confiance en nous? Ben oui, bien sûr que j'ai confiance, mais j'ai pas confiance en moi. En fait, je ne sais pas si en courant, je vais pas tomber et les chiens vont me sauter dessus. Alors, ils m'ont montré toute leur organisation, tous les trucs. Puis j'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'autre solution parce qu'on était là depuis 1 jour et demi. Moi, il fallait que je reparte le lendemain. Et il fallait bien que cette pauvre troupe et ces pauvres gens fassent leur boulot aussi. Et les chiens aussi. Parce que les chiens couraient, moi je courais. Et au certain moment, les chiens étaient tout contents comme ça. Parce qu'en fait, la stunt woman était la propriétaire des chiens. Alors au bout d'un moment, ils sentaient l'odeur. Hein. Et ils étaient tout contents. Alors enfin bref, j'ai décidé d'accepter. Et je vous assure que j'ai vraiment couru beaucoup. Et j'avais toutes les jambes pleines d'égratignures. Et la deuxième fois, on a tout de suite mis autre chose. Je ne sais plus s'ils m'ont mis des bandes. Je ne me souviens plus parce qu'il paraît qu'il y a toute une anecdote là-dessus dont je ne me souviens pas. Et j'ai couru, je crois, jamais autant de ma vie. Et il paraît que c'est une scène très réelle. Je peux vous assurer que c'était très réel. Parce que j'avais vraiment les chiens derrière qui couraient, qui ont été relâchés un petit peu après moi. Mais je vous assure que c'était une sensation épouvantable. J'ai jamais été aussi bonne dans cette scène. Je me dis, oh, est-ce que tu étais bien dans cette scène? Je vous assurais que c'était assez évident. Et voilà. Ensuite, moi, je me jette de côté à la caméra et les chiens n'ont pas le temps de réagir et sautent par-dessus. Et voilà, après, tout le monde était content. Sur les anecdotes de tournage, Blanche, vous deviez être habituée à tourner dans des studios de bonne taille. Quelle a été votre réaction au moment où vous êtes, c'est la question aussi qu'on a posée ce matin, où vous êtes arrivé dans ces studios pharaoniques, avec ces décors pharaoniques, et comment se sont organisés un peu dans la station spatiale de Drax en particulier, le tournage avec Richard,
qui quand même est difficile à mettre en apesanteur, Richard, quand même. Alors, les séances d'apesanteur, j'ai pas vu les séances d'apesanteur. En revanche, bah, écoutez, quand je suis arrivée à Épinay, c'était à Épinay que se trouvait la station spatiale, c'est vrai que c'est magique, c'est un conte de fées, c'est-à-dire que c'est un décor incroyable, c'était splendide, il y avait tout, puis en plus l'équipe technique était impressionnante, il y avait un nombre de personnes incroyables, et on voyait tout ce monde-là s'activer entre les acteurs, les figurants, tout ce monde-là, ça donnait une impression, on avait vraiment l'impression d'être dans un autre monde. C'était vraiment très impressionnant. Mais ce qui m'a impressionné le plus, je dois dire, c'est que en voyant, et ça je trouve ça extraordinaire, c'est qu'il y avait un monde fou, incroyable. Et quand Broccoli, le producteur, arrivait le matin, il disait bonjour à chaque personne. Il serrait la main de chaque personne. Moi, j'ai jamais vu faire ça sur un film français. Hein. Jamais. Non, non, sérieusement. Non, mais c'est à souligner. Parce que un film italien. S'il y a dans toute cette histoire James Bond, bien sûr, on entretient, il y a les fan clubs, il y a tout un travail promotionnel qui est fait par les boîtes de production, bien sûr. Mais en dehors de ça, il y a l'état d'esprit de cet homme qui domine vraiment dans cette histoire parce qu'il était tellement chaleureux, humain. Enfin, il gérait des fortunes. Enfin, c'était des productions énormes. Il y avait un monde incroyable là-dessus et il trouvait le temps de voir chacun. Moi, j'ai jamais vu ça. Il était humainement tellement incroyable que tous les gens qui travaillaient pour lui avaient un respect et une envie de bien faire et de se surpasser qui fait que ça a traversé les années. Et je pense que ça, c'est dans chaque film. Et même lui n'étant plus là aujourd'hui, c'est resté parce que sa fille et son fils qui ont repris son empreinte, que moi je n'ai pas revu depuis des années, mais ils ont gardé ça, ils avaient cet esprit de famille, de créer une famille, et chacun était partie de la famille. Et moi j'ai trouvé, et c'est ça qui m'a frappée moi, parce que je sortais de tournages aussi qui étaient des grands tournages français, et malgré tout, moi il n'y avait pas cette atmosphère, hein. Et puis par la suite, ce que j'ai pu voir, c'était pareil. Et j'ai vu des trucs affolants même, humainement affolants dans des tournages. Et là, c'est ce qui m'a surtout frappée. Et dans cette histoire, c'est ce qui fait que j'aurai toujours un attachement à vie, parce que c'était une histoire humaine, en plus d'être une histoire extraordinaire. Vraiment, vraiment. Ouais, moi, j'ai ressenti ça aussi, c'est vrai. Et je me souviens que quand il y a eu la promotion à travers le monde, je me souviens qu'il m'avait appelé à l'époque, et j'étais fiancée, enfin, j'avais une petite amie. Et on me dit, voilà, on vous propose la promo pendant 4 mois. Oh, c'est magnifique de se dire, on va faire des voyages pendant 4 mois, etc. Mais en même temps, moi, je débutais ma carrière, j'avais des projets en cours, et je me disais, partir 4 mois, c'est pouvoir, comment... Et puis, on fait un premier voyage, je crois que c'était à Londres, le premier. Oui, Londres. Je crois que c'était Londres, hein, oui, le premier. Londres. Et puis, je m'aperçois que Richard Kiel était venu... Non, New York. Ou c'était New York. De New York à Londres. Bon, et je m'aperçois qu'il y avait Richard Kiel qui était avec sa femme et son enfant, qu'un tel était avec sa femme et son enfant. Et je dis, et moi, il est où mon fiancé? Moi, pourquoi on ne le fait pas venir? Et j'en parle, et je ne me rendais pas compte que c'était évidemment pas du tout prévu qu'on fasse venir mon petit ami, et que c'était normal. Mais moi, j'étais débutante avec toute la naïveté. Et donc, je vais voir le responsable de la pub du film, et je lui dis, mais on ne pourrait pas faire venir mon petit ami, moi aussi, j'aimerais bien qu'il vienne avec moi. Et il me dit, non, 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 ça c'est les vedettes, bon. Et puis, je me dis quand même, ça c'est dommage, parce qu'après, il y a Los Angeles, après, il y a Manille, il y a Singapour, ce serait cool quand même qu'on parte à 2 et tout. Et donc, je suis allée voir Broccoli. Et je lui dis, Albert, je pourrais, avec mon petit ami, on n'aura jamais l'occasion de faire des voyages pareils. Tout le monde vient avec sa moitié, je pourrais pas venir avec la mienne. Et il m'a regardé, et il m'a dit, aucun problème. Et ils ont offert le voyage à mon fiancé, qui a fait tout l'Asie avec nous, en Concorde, machin, on a fait tout le voyage. On s'est mariés, on a eu un enfant. Ah, ben là, c'était sérieux, voilà. Moi, au mien, je me fais faire tous les voyages, et après, je l'ai quitté. Non, mais c'était un homme absolument incroyable. Ouais.
Corinne, vous avez beaucoup de scènes avec Roger Moore. On dit que Roger Moore est quelqu'un de très, très blagueur sur les plateaux, qui fait beaucoup de blagues. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ça? Non. Ah bah non. Ah bah non. C'est pour ça. Je suis déçu. Ah ben là. s'il blaguait dans les scènes d'amour, il n'aurait pas cette réputation. Mais non. Non, je ne sais pas, non, je ne trouve pas. Il était très gentil, absolument très gentil. J'étais très inquiète. Je parlais bien anglais, mais avec un terrible accent français, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais j'étais inquiète pour mon accent. Il me disait très gentiment, il me disait pas, dis-moi ta phrase comme ça. Il me dit, non, tu dis ça très bien, très mignon, c'est très mignon ton accent. Alors moi j'étais toute contente. Mais je ne crois pas qu'il est en train de se moquer de moi. Je n'avais pas remarqué. Peut-être que oui, je ne sais pas. Non, il était très gentil. Et puis avec sa femme aussi, qui est italienne, Louisa, on avait un très très bon rapport. Non, je n'ai pas trouvé qu'il faisait tant de blagues. De toute façon, moi je suis toujours un peu dans les nuages, donc peut-être que je les faisais, et pour moi c'était normal, j'en sais rien. Mais non, il était assez Et très anglais. Vos rapports avec Michael Lonsdale? Oh, très adorable, absolument adorable. C'est un monsieur qui est, je crois, moitié français, moitié anglais, mais vraiment avec un humour anglais, avec un fair play anglais. Alors lui, vraiment, il avait une façon de dire les choses. Je ne savais pas vraiment s'il fallait sourire ou pas. Et même avec la scène des chiens, là, quand je suis dans la salle, il me regardait de loin, il me faisait plutôt des mimiques. Comme, je ne savais pas si c'était pour se foutre de moi, en disant, bon, t'inquiète pas, de toute façon, il faut la faire. Ou si c'était, t'inquiète pas, je vais m'occuper des chiens. On ne sait jamais ce qu'il pensait vraiment. Enfin, c'était comme ça, très gentil monsieur. Je dois dire que tout le monde était très, très, très gentil, tout le temps. Il n'y avait pas une mouche qui volait, il n'y avait pas un technicien qui faisait un bruit, un respect incroyable sur le plateau pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui travaillaient derrière les coulisses, entre guillemets, que nous acteurs, que le premier acteur comme Roger. Personne n'avait aucune attitude de grandeur, mais seulement une attitude de grand professionnel, toujours. Une dernière question pour Blanche. Quelles conséquences a eu ce film sur votre carrière? Comment vous l'avez géré après? On a posé la question ce matin. Est-ce que ça a été positif, négatif Alors, la réponse, elle est claire et rapide. Ça n'a eu aucun impact. Pour la bonne raison que ça n'a intéressé absolument personne en France qu'une Française joue dans un James Bond, à l'époque. J'étais pas une James Bond girl, donc personne n'en a rien eu à faire, très honnêtement. On a fait une tournée mondiale où on a eu la une de tous les journaux, on a été interviewés partout. J'ai eu des propositions extraordinaires à Londres et à Los Angeles qui n'ont pas donné de suite parce que j'avais un agent à l'époque, et ça c'est véridique, je vous raconte l'anecdote parce que ça quand même ça vaut 20. J'étais quand même une jeune actrice, j'avais fait 3 films. On faisait un James Bond, on est à Los Angeles, on fait la soirée de la première, on va au restaurant après, c'était le Chasens, à l'époque on avait fait... Et l'attaché de presse du film vient me voir et il me dit « je viens vous chercher, un producteur veut vous voir ». J'arrive à la table d'un producteur qui m'explique qu'il était en train de monter un film et que le rôle était pour moi. Je lui dis « mais vous savez, je suis française, à l'époque il fallait la carte verte, etc. pour tourner ». Il me dit, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Je dis, ah bon, alors, c'est quand même un premier rôle en Amérique. J'avais fait 3 films dans ma vie, c'était un cadeau du ciel. Et il me donne sa carte et il me dit que votre agent m'appelle demain. Mon agent, il était à Paris. Je vais dans ma chambre, je vous mentionne, Michel Lonsdale m'a aidé pour faire le code parce que je tremblais tellement j'étais émue. Et on était à l'époque, il y avait Michel, et avec Corinne, on était là-bas. Et j'appelle mon agent, qui était une dame, qui me dit, je lui dis, écoute, c'est extraordinaire, on me propose un rôle principal en Amérique, c'est génial. Et elle me répond, non mais t'as vu l'heure qu'il est? Et je lui fais, je lui dis, écoute, j'en sais rien, je sais pas l'heure qu'il est, mais je te dis qu'on me propose un rôle, et c'est génial, etc. Tu prends l'avion, je te paye le billet, tu viens, il faut le voir demain, il faut signer ici, etc. Et tout. Et elle m'a répondu, ce n'est pas parce que tu es à Hollywood qu'il faut te prendre pour une star. Et elle a raccroché. Voilà. Et à l'époque, c'était donc il y a 35 ans,
À l'époque, il n'était même pas envisageable pour un comédien d'aller discuter avec un producteur. On était 48 heures à Los Angeles, j'avais pas le temps de trouver un avocat ou un agent, je connaissais personne, j'avais pas mon CV, enfin tout ça c'était... voilà. Et donc j'ai loupé ce truc-là, et j'ai eu la même histoire à Londres. Et quand je suis arrivée à Paris, le pompon, c'est qu'à la première, mon agent n'est pas venu. Voilà. Ah non, mais, alors, ils n'existent plus, c'était à l'époque l'agence Philippe Branger. Où il y avait Agnès Soral et tout ça à l'époque. Et donc voilà, et dans la presse, et dans tout, j'ai pas eu une ligne. Donc bien évidemment, pour moi, ça a été un pétard mouillé, c'est-à-dire que James Bond, ça a existé pour moi ailleurs, mais ça n'a jamais existé ici. Et finalement, quelque part, ça m'a rendu service, parce que ça m'a permis de garder la tête froide, de me rendre compte que conte de fées un jour, les oubliettes le lendemain, et que tout ça finalement c'était une bonne leçon de la vie, moyennant quoi j'ai avancé tranquillement sans rien attendre, j'ai fait mon petit chemin et franchement je vais très bien aujourd'hui. Vous reparlez de James Bond aujourd'hui, vous êtes là. Quelquefois les agents font de grosses bêtises. Toute petite chose. Moi, je faisais donc, comme tout le monde, grande partie de la promotion. Et étant française, vivant en Italie depuis 71, il y a eu la promotion évidemment à Rome. Donc j'étais sur place, je fais la promotion à Rome, dans le monde entier, de Johannesburg à Sydney, dans le monde entier. J'ai suivi les horaires que la production Broccoli nous donnait, et c'était 8h moins 3. Il fallait être là à 8h moins 3, parce qu'à 8h moins 2, il y avait un autre qui arrivait, 8h moins 1, et ensuite 8h arrivait Roger. Donc, il fallait être vraiment à la seconde. En Italie, mon agent me dit « Oh, t'inquiète pas, t'es une star en Italie, tu arrives la dernière, t'inquiète pas. » Je dis « Mais je ne peux pas, il faut que j'arrive à 8h moins 4. » Mais il dit, mais 8h moins 4, mais personne n'arrive à 8h moins 4. Mais ne discute pas, s'il te plaît, je dois arriver à 8h moins 4. Et puis moi, je suis très ponctuelle. Enfin bref, je suis arrivée à 8h, il n'y avait plus personne. Tout le monde était dans le cinéma, et c'était fini. Il fallait que j'étais dans le noir en train de chercher ma place comme une andouille. Voilà, et ça, c'est Rome, ce sont les Romains et les agents. Donc, je fais toujours ce que je veux. Et maintenant, je fais partie de vos soirées, de vos conventions, parce que je m'en occupe moi-même. Parce que pendant des années, c'était des agents qui s'en occupaient, et ça n'arrivait jamais à moi. Ben oui, c'est ça le problème. Ben voilà, et maintenant ça vous arrive. Et nous c'est pareil, on n'a pas d'agent, donc on s'en occupe. Il nous reste à vous remercier toutes infiniment pour le temps que vous avez passé avec nous.